Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Bien vivre simplement. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, je reçois, il refile les derniers raccords maquillage, un maquillage qu'il n'a pas. Je sais pas comment le décrire, mais je lui demandais est-ce que je pouvais le décrire comme énigmatique. Apparemment oui, je trouve que ça lui va bien. Et pour changer, en plus c'est un homme, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas reçu d'homme sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Jonathan? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Comment on te décrit, Jonathan? Je ne sais pas, toi de me dire. Mais non, c'est trop facile, je vais pas te décrire. Tout simplement comme un Martiniquais, comme un autre. Un enfant du pays. J'estime être un enfant de ce pays, comme tous ceux et celles qui y font partie. Donc je me reconnais dans ça, et un homme de la nature qui est dévoué à recevoir tout ce qu'elle a à nous donner. Très bien, merci. Alors Jonathan, l'émission, pour t'expliquer un petit peu, 46 minutes, ça passe très vite. Donc on va discuter, on oublie les caméras, elles sont pas là plutôt. D'accord. Et on échange simplement sur toi, sur ta vie, sur tes passions, sur ce qui t'anime finalement. Et on va commencer par du coup ta naissance. Tu es né où, Jonathan? Alors, je suis né en Martinique, même si mes parents étaient en Californie en fait quand ma mère était enceinte, et je suis né juste après ce fameux voyage qu'ils ont fait là-bas. Je suis martiniquais et fier de l'être, né à Fort-de-France. Donc voilà, issu de deux parents originaires de Saint-Joseph et de Rivière-Pilote. Donc tu as grandi où? Tu as des frères et sœurs? Oui, on est une famille de 5 enfants. J'ai 3 sœurs et 2 frères. Tu es le dernier? Le cadet. D'accord. Ouais. Bon, tu as grandi où? J'ai grandi à Fort-de-France, à Didier, pas loin de Castel-des-Rochers. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais de tes journées avec tes frères et sœurs? Est-ce que je sais pas Alors, je me suis jamais caché de ça. Mon père était pasteur, donc je suis né dans une famille protestante. Ma mère était une femme très investie et très intègre, qui avait choisi les voies du couvent. Donc, elle est rentrée au couvent de Cluny à l'âge de 16 ans. Elle est sortie de là à son décès. Donc voilà, elle a fait toute sa carrière là-bas et elle voulait rentrer bonne sœur, et elle a rencontré mon père, et donc du coup il y a une famille qui est arrivée par la suite. Donc la foi, en tout cas la spiritualité, occupe une grande place dans ton éducation. On va dire la spiritualité occupe une grande place dans ma vie, la spiritualité. Voilà. Et comment tu jouais? Tu m'as pas raconté. Qu'est-ce que vous faisiez? Comme jeu. Clairement, comme tous ceux de ma génération, j'étais vachement branché Mega Drive, Super NES. C'était vraiment le truc de notre moment, mais vraiment le football, c'était un truc de malade, quoi. Les week-ends, aller faire un football à Fonlada le samedi, le dimanche, c'était d'anthologie. Ah ouais. T'as dû connaître Olivier Lada. Mais bien sûr. Voilà, c'était comme ça qu'on se connaît. Pour ceux qui se rappellent de cette époque-là, le football du samedi, du dimanche, c'était mythique. Et c'est à travers ça aussi que je me suis construit, puisque j'ai fait du football en club, Ascoya, Excelsior, club colonial. Donc voilà quoi. Ouais. Super. Donc tu as grandi, tu étais à l'école, je pense à... Alors Périno, Plateau DJ. École primaire, Plateau DJ. Donc l'école qui est un peu plus haut que Oreb pour commencer. À Oreb pour commencer, et puis après Plateau DJ et le collège Périnon. D'accord, super. Jusqu'à tes années collège. Voilà, exactement. Ensuite, tu t'es orienté vers... Alors, comment ça se passe ces années collège et lycée? Alors, on va dire que tout simplement, sans investissement particulier, l'enseignement a toujours été pour moi quelque chose d'un petit peu fastidieux, même si j'avais quand même des capacités. Vraiment, c'est vraiment mes années lycée dans lesquelles je me suis vraiment retrouvé dans le travail. J'ai été à la MEP aussi. On a eu l'occasion de partir à Trinidad et Tobago avec des professeurs extraordinaires qu'il y avait pendant cette promotion-là. Et vraiment, ils nous ont donné l'amour de découvrir les autres, et particulièrement l'amour de la Caraïbe, de l'anglais, et vraiment cette promotion à la MEP, à la Redoute. Vraiment, les gens qui se rappellent de ce voyage à Trinidad se sont encore marqués. On se croise encore, on en reparle encore. On a rencontré les jeunes Trinidadiens, et on a vraiment pu nous confronter avec le niveau social qu'il y a dans les autres îles, et voir vraiment qu'on était vraiment chanceux, nous, à la Martinique. Qu'est-ce que je veux te dire? Est-ce que déjà, pendant ces années-là, tu avais déjà commencé à
à t'approcher un petit peu de la terre, des plantes? Oui, parce que du coup, je suis quand même issu d'une famille d'agriculteurs. Donc, mon grand-père était agriculteur au Lamentin. Donc, assez connu, qui a été justement, qui a fait partie des premiers Martiniquais qui ont pu être propriétaires, entre guillemets, grands propriétaires terriens, à l'époque. Et donc, du coup, mon père étant son premier-né, il a suivi derrière, mais pas tout de suite. C'est après, en fait, qu'il a passé un diplôme d'agriculteur à 40 ans quand même. Ah oui, Même s'il était issu d'une famille d'agriculture, lui, il était plus dans le volet cuisine. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu ça en héritage, l'agriculture. Et pareil du côté de ma mère, à Rivière-Pilote, où son père aussi était agriculteur, et le père de son père aussi. Donc, je suis vraiment issu d'une lignée d'agriculteurs, éleveur et aussi planteur. Donc c'est un héritage que j'ai reçu. Donc depuis tout petit, aller planter, c'était la base, quoi. Donc voilà. Mais on va dire que clairement, le métier a commencé à faire sens pour moi à partir d'un moment où j'ai vraiment changé ma vie, d'accord. On va y arriver. On va y arriver. Je vais trop vite, c'est ça. Étape là. Il y a encore, Okay. Je pense, entre les deux au moins 10 ans là qu'on doit expliquer. Qu'est-ce que tu t'orientes vers quel type de terminal, éco? Terminal L, littéraire. D'accord, ça te Oui. ressemblait Oui, en même temps. Oui, beaucoup. Je me rappelle encore, j'avais un prof à Périnon qui avait convoqué mes parents pour leur dire mais votre fils, franchement, il devrait écrire des livres, etc. Oh là là. Non, mais je m'envoie pas des fleurs. Hein. C'était vraiment, Non, mais c'est bien, mais c'était ça vraiment correspond. mon truc et c'est encore mon Parce que truc, tu hein, aimais l'écriture. Voilà, et c'est vraiment mon truc à moi. J'ai vraiment toujours aimé l'écriture. Joseph Zobel, Aimé Césaire, c'est des personnes qui m'ont marqué, mais fondamentalement dans leur style d'écriture, etc. Et moi, j'ai toujours trouvé que, on dit souvent que le français c'est une super belle langue pour exprimer l'amour, mais le créole, c'est vraiment une langue de fou. Et j'ai toujours vraiment rêvé pouvoir écrire en créole, maîtriser cette langue vraiment, qui est pour moi une énigme en soi, quoi. De comprendre comment des personnes ont réussi à créer un langage dont l'oppression ne comprend pas, mais qui se comprennent même sans être sous les mêmes étendues de terre, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, et même à La Réunion, on a quand même un créole commun. Et vraiment, le créole, c'est vraiment une belle preuve d'intellectualisme, pardon, et d'intelligence. Ce que j'apprécie avec toi, Jonathan, c'est qu'à chaque fois que tu parles d'un sujet qui t'exalte, c'est vraiment le cas. C'est que c'est les yeux, c'est la peau, c'est les cheveux. Tu as l'impression que l'espèce de power autour de toi. Et j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir avoir ça, en fait. En tout cas, ça t'habite. Et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup. Donc, littéraire. Pourquoi tu ne fais pas... Ouais, on va y venir après. Donc, tu es un littéraire. Donc, après la MEP, qu'est-ce que tu fais? Après la MEP, alors, il faut savoir que la MEP, pour moi, c'est vraiment... une résilience. Parce qu'à la base, j'étais en lycée professionnel, moi c'était le football, d'accord. Donc c'était vraiment le football. Donc j'étais dans le sud de la France, à Saint-Jean-de-Luz et Combeau-les-Bains. Donc attends. À quel moment tu es arrivé en France? Après le bac? Après le bac, je suis parti en France effectivement pour pouvoir vraiment entamer une carrière de footballeur professionnel. D'accord. Donc dans le sud de la France, à Combeau-les-Bains et Saint-Jean-de-Luz avec Jean-Michel Larquet. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec Philippe Bergerot qui était entraîneur du PSG à l'époque, tout ça. D'accord. Malheureusement, blessure, tendinite à la jambe droite et je retourne à la Martinique. Et donc du coup, la résilience, c'était vraiment la MEP a été vraiment une résilience pour moi parce que c'est vrai que le football c'est un petit peu fini pour moi. Et du coup, j'ai cherché de nouvelles passions. Et c'est vrai que j'ai trouvé à la MEP pas mal de passions, notamment la musique avec des artistes comme X-Men ou Atemsi. Il y avait aussi d'autres artistes bien connus, même guadeloupéens. Je crois qu'il y avait encore, comment il s'appelle encore, Dawa. Franchement, non, voilà, il y avait du beau monde. Et vraiment cette génération-là, pour ceux qui se rappellent, à la cafette, les freestyles, le midi, tout ça, j'ai fait partie de cette génération-là avec Taiji, Don Jatai, tous ces gars-là qui sont aujourd'hui assez connus, donc je pense qu'ils se rappelleront de moi. Ouais. Qu'est-ce que je veux te dire? Comment tu vis en fait cette étape-là où carrière dans le football et puis retour c'était assez vraiment ça a été un moment difficile pour moi puisque forcément c'était vraiment mon rêve, c'était toute la famille, mon grand frère aussi était vraiment dans le football, moi aussi j'étais dans le football et le football ça avait toujours été une passion pour moi. Et en Martinique, déjà avec l'Excelsior, on avait fait une belle saison cette année-là. Et arrivé à la Scoia l'année d'après, on avait fait une super saison. J'avais pu pour la première fois bénéficier d'une double au classement. Donc j'avais sauté 2 catégories. Donc franchement, j'étais très content de
de ma saison et cette blessure pour moi c'était vraiment une porte que la vie me fermait par rapport au football quoi. Mais je vais dire on a trouvé d'autres alternatives. Super, comme quoi on peut toujours rebondir, quoi qu'il arrive. Alors, tu arrives à la MEP. Après la MEP, tu fais quoi à la MEP? À la MEP, vraiment, je rencontre des gens fantastiques. Je vais pas nommer de nom parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, là, je me retrouve dans les études et dans ma passion justement pour la littérature. Et mon objectif, c'est d'obtenir mon bac L et de pouvoir faire mes études de psycho et anthropologie, puisque je suis vraiment attiré par l'anthropologie, donc la science des hommes, comprendre les cultures, d'où on vient, etc. Et effectivement, je vais obtenir mon bac du premier coup, et puis on part à l'université Lumière-Londieu, où je vais vraiment m'inscrire dans un double cursus, anthropologie et psychologie. Et donc voilà, malheureusement je vais pas poursuivre parce que je suis très déçu de l'anthropologie. Ah oui, énormément. Pour ceux qui ont fait de l'anthropologie et qui sont noirs, ils savent à quel point c'est très difficile de lire les écrits des anthropologues occidentaux sur l'Afrique et j'étais pas du tout d'accord avec la vision de certains comme Lévi-Strauss, je le dis ouvertement, qui présentait l'Afrique comme un peuple sans culture ou sans savoir, etc. Je trouvais ça abominable, donc je me suis dit non, je vais pas perdre mon temps à faire des études dans ça. Et c'est vrai qu'au début, j'imaginais pas l'anthropologie comme ça. L'idée, c'était de pouvoir apprendre des bases pour mieux connaître les peuples, mieux apprendre un peu leur culture et mieux connaître en fin de compte mes origines. C'est beau ça. Donc, et psychologie, pareil, tu abandonnes pareil, c'était un double cursus, donc j'abandonne et là, du coup, je me réoriente dans des études de commerce et je fais une école de commerce à Lyon où je donc voilà. tu es un peu vendeur, quoi. Non, là, c'était vraiment dans le management. D'accord. Donc là, je suis manager assistant à Quick à Garibaldi pour ceux qui sont à Lyon et pour ceux qui voient de quel Quick je parle là, le Quick à Garibaldi là, oui, voilà. Et donc après je continue, j'évolue, je deviens directeur adjoint aussi du Leader Price à Sainte-Foy-les-Lyons et puis là, boum. Big remise en question, je rencontre un client qui me dit qui presque m'agresse dans le magasin. Il me dit, ah ouais, c'est vous le directeur adjoint, machin. Il me dit, ouais, l'aspartame, c'est interdit au Canada, vous vendez ça, c'est pas possible, ça tue des gens. Et je me renseigne, je me rends compte effectivement que l'aspartame est vraiment un produit controversé. Et en plus, celui qu'on vendait à l'époque, il venait de Chine. Donc là, je me remets en question, je me pose des questions et tout ça, et je me rends compte vraiment qu'il y a vraiment des produits mauvais, il y a vraiment des choses mauvaises qui se passent, et que j'ai pas forcément envie de m'inscrire dans ça. Donc je retourne en fait en Martinique et je cherche véritablement un nouvel axe. Et j'avais jamais pu imaginer que l'agriculture aurait été cet axe-là, même si parce que pour moi l'agriculture ça faisait partie de ma vie quoi. Je plantais tout le temps, aller dans le jardin c'était tout le temps, mais d'en faire un métier, non. Vous savez, quand on est très proche de quelque chose, je vous promets, en fait, on s'imagine pas forcément faire un métier dedans. C'est pas parce que nos parents sont musiciens qu'on a envie de devenir musicien et vice-versa. Mais c'est vrai que c'est sous le conseil de mon père qui, un jour, sous la route de Saint-Joseph, pour le Gaumont, je me rappelle exactement à quel endroit et quel village. Ça, je connais un petit peu. Vous avez pas de chapelle? Justement, on a dans la chapelle, juste après le rond-point sur le virage là. Ok, d'accord. Là, il me dit, ouais, franchement, t'aurais dû faire de l'agriculture. Vas-y, mais je fais déjà de l'agriculture. Non, mais comme métier, vraiment, il faut dû te lancer là-dedans. Et vraiment, au début, j'avoue que j'ai pas forcément très bien pris ça. À l'époque, j'étais pas du tout encore prêt. Et pour moi, vraiment, j'avais vu ça vraiment comme, ah ouais, petit bonhomme l'ont garé, mon cabayon, il pouvait parce qu'il payait rien. Et j'avais vu ça un petit peu comme une bouée de sauvetage, alors qu'effectivement, il avait véritablement raison. Il avait vu, en fait, mes capacités à vraiment trouver cette détermination à atteindre les objectifs. Et il avait compris que ces qualités-là dans l'agriculture, ça aurait pu faire quelque chose de positif. Il a été le premier qui a cru en moi, donc c'est cool, clair que t'imagines, tu as beaucoup de chance, hein. Ouais. C'est pas, je le reconnais fortement. Je le reconnais comme ça. Exactement. Mais en plus, au-delà de ça, je me dis, mais donc, je sais pas, en fait, dans un petit laps de temps, finalement, tu as eu quasiment 3 vies, quoi. Ouais. Si. C'est vrai que, à chaque fois, et puis c'est totalement, je vais pas dire, c'est radical en fait, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se rapproche de la vie précédente, c'est vraiment à chaque fois autre chose. Et à chaque fois, tu trouves la force de te réadapter, de te remettre en scène. Non, mais c'est super. Donc ça, c'est remonte à quand la discussion avec ton père? Là, on est en 2013. Parce que je pars faire mes études d'agronomie en 2014. Donc je pars en Bretagne faire mes études d'agronomie en 2014 au pôle technique du Gros Chêne, où je passe un diplôme d'agronomie.
vraiment des moments difficiles seul où vraiment je veux obtenir mon diplôme pour entrer en Martinique. J'ai déjà mes idées, je sais ce que je veux faire. J'ai été accueilli par 2 agriculteurs hors du commun qui m'ont vraiment aidé en Bretagne. Je parle de Christian de Kerlo et aussi Tugdual Offret. Ces 2 agriculteurs qui m'ont vraiment apporté énormément dans ma formation, au-delà même de la formation agronomique et théorique que j'ai pu recevoir. Vraiment, c'est des personnes qui m'ont très bien accueilli au-delà de la différence. Quand je parle par exemple de Tugdual Offret, qui travaillait dans la première entreprise de France qui a vendu des plants de pommes de terre bio. Donc c'était une première entreprise de semences de pommes de terre de France. Et donc du coup, ça m'a beaucoup donné envie de faire pareil en Martinique. Ils ont été les premiers en France à faire ça. Donc vraiment, à l'époque où tout était dans le conventionnel et dans le chimique, ils ont été hyper courageux et ces gens-là m'ont beaucoup inspiré. C'est vraiment des militants de la première heure et j'ai passé des matins avec eux et c'est vrai que quand on passe un moment avec un milieu fort militant comme ça, hors de son pays, on a envie de faire pareil chez soi. Yvan de Kerlo, vraiment, j'ai appris vraiment l'agriculture dans le maraîchage bio, vraiment breton, en hiver, en été, dans toutes les saisons. C'est un monsieur vraiment qui m'a donné la passion de l'agriculture, d'apprendre à vraiment souffrir pour obtenir les choses. Je me rappelle, je nous revois encore dans les matins d'hiver bretons là à planter on plantait de la mâche, on faisait des semis en serre de carottes, mais wow, quand il fallait aller déboucher le bassin parce qu'il était givré et tout. Donc voilà, c'est des moments qui me marquent beaucoup et qui me montrent que il y a d'autres peuples qui partagent en fait nos combats, nos idéologies, et les Bretons, c'est vrai que c'est un peuple dans lequel je me suis vachement reconnu. On s'est vraiment compris, vraiment quand j'ai vu les rues bretonnes avec les noms bretons en dessous des noms français, vraiment j'ai trouvé ça exceptionnel et je me suis dit mais ouais, ça j'aurais aimé voir ça dans mon pays quoi. Bien, ça m'inspire petit à petit, il faut pas désespérer. Tu es resté combien de temps en Bretagne? Alors la Bretagne, on est resté quand même, je suis resté plusieurs années là-bas. Donc vrai, donc plusieurs mois à Pontivy, plusieurs mois au Morbihan et donc du coup c'est vrai que ça a été un moment assez particulier parce que j'étais loin de ma famille et loin de mon père et de ma mère. Ouais. Et tu fais le grand retour au pays en quelle année? Alors en Martinique, je reste en France quand même un certain nombre de temps, hein, donc je travaille et tout. Oui, tu voilà, t'es installé ouais, aussi, voilà. voilà. Je reste en France un certain nombre de temps, donc je rentre en Martinique exactement. On est pas loin des années 2020, donc C'est récent, en fait, c'est très récent, ça fait. Mais en fait, quand je suis revenu en Martinique, j'ai lancé un projet, une ferme agricole bio, dans laquelle je vendais de la salade, mais ça n'a pas duré très longtemps en fait. Donc il y a eu, on va dire, un aller-retour. Mon retour en Martinique définitivement, ça fait 4 ans à peu près que je suis ici. Et donc du coup je suis parti pour revenir parce que j'ai eu la perte de ma mère entre temps et qui a été assez difficile à supporter et c'est vrai que je commençais à m'installer et ça m'a un peu déstabilisé, donc je suis retourné en métropole et dans l'Hexagone, pardon, je préfère dire l'Hexagone. Et du coup j'ai été responsable de magasin pour le groupe Bio C'est Bon et j'ai pu aussi voyager, aller en Éthiopie, au Kenya, visiter et voilà quoi. Voilà. Exactement. C'est tout mignon. Moi, je vois tout. Moi, je suis à côté, je vois toutes les émotions, je vois les yeux, je vois les trucs qui clignent, je vois quand ça brille, je vois un petit peu... Très bien, super Jonathan. Merci, franchement, déjà, merci. J'espère que vous l'appréciez aussi. Qu'est-ce que tu rentres en Martinique en 2000... En 2020. Alors, c'est dans les années 2020, je suis entré en 2015 une première fois. 2015, tu repartis, donc voilà, je reviens. À quelle année tu reviens? Alors là, je reviens vers 2019 par là. C'est récent donc, tout ça. Non, pas tant que ça. Hein. Mais ça si, moi, ça tu es venu quasiment 2019, donc tu es venu quoi? Tu es arrivé un petit peu avant le Covid, quoi. Un petit peu avant. J'imagine on prend ça comme référence maintenant, c'est grave. Alors entre-temps, il y a eu un voyage aux États-Unis. Donc c'est vrai que voilà, ça je l'ai pas dit. Il y a eu un retour en Martinique et un voyage aux États-Unis. Mais tu as raison, et donc, mais c'est génial. J'ai été à Atlanta, à Oakland, San Francisco, Las Vegas, où j'ai pu travailler dans des fermes en étant logé, en faisant du roofing. J'avais pas le droit de pouvoir être embauché là-bas et entre-temps ça m'a permis aussi de découvrir les techniques américaines, notamment la technique de la culture du concombre en tipi, de travailler avec des agriculteurs qui utilisaient des semences anciennes américaines. Les Américains sont vraiment, on peut avoir une image vraiment déjantée de l'Amérique avec les produits chimiques, le bœuf hormoné, etc. Mais par contre au niveau de l'agriculture locale, ils ne rigolent pas vraiment. Ils ont des semences hyper anciennes, ils gardent leurs semences. C'est une très belle expérience pour moi de découvrir un autre type d'agriculture là-bas, quoi. Très bien.
Bon, je pense qu'on arrive maintenant au visionnage des photos. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on va les dire au fur et à mesure. Donc tu arrives, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Kalina Bio à l'époque, où je vends de la salade en magasin bio, et notamment avec le Simon Hôtel, avec le chef Ravin, où à l'époque je livre pour la 40, notamment le sous-chef Ramassami qui était ici. Oui. Et du coup on faisait de la salade moutarde, du chou japonais, de la roquette, du cresson, tout ça. Et justement aujourd'hui on recommence à la produire, cette salade. D'accord. Et Graines Pays alors, ça vient Ah, ça vient bien après. Ça vient bien après, même si le projet est déjà là. Hein, parce que même avant de partir faire mes études d'agronomie, comme je disais, la semence, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu en héritage. Et dernièrement, on a trouvé une photo de ma mère qui retirait des graines dans de la pastèque, quoi. Et j'étais tout petit, donc c'est un truc qui est vraiment de famille. Ancrage. Et je me rappelle que de base, hein, mes parents m'avaient déjà donné un stock de graines, papaye, groseille, gombo, tomates, concombre, giromon, piment. C'était la base, quoi, de faire ces graines et de laisser de côté. Et ça, c'est un héritage que ma mère avait reçu dans sa famille, notamment à Rivière-Pilote. Alors je pense que c'est un héritage que tout le monde a reçu en Martinique, hein, parce que c'est connu. On n'a pas le même intérêt. Même la manière de faire sécher les graines, c'est connu en Martinique, en utilisant la cendre, etc. Il y a plein de Non, personnes c'est pas connu, font. hein. Ah ouais? Non. Bon, moi, je Tu as trouve quand même raison. que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu dans les familles en Martinique, quand même. Oui, mais les techniques. Après, on va en discuter. Donc, Graines Pays a été créé, du coup. Alors, Graines Pays est Officiellement. créé officiellement il y a 2 ans. Donc, c'est après que les sénateurs inscrivent l'autorisation dans le journal officiel. Donc, je rappelle encore une fois que c'était illégal de vendre des semences Tout à fait. anciennes et endémiques. Nous, on menait déjà un travail depuis plusieurs années là-dessus, malgré l'illégalité. On n'a pas honte de le dire, on ne se cache pas pour le dire. C'est pour ça qu'on était prêt justement à cette date-là, parce que nous, on était déjà en train de travailler des semences locales. Ça faisait un Cocopelli, moment c'est Cocopelli, qu'on travaillait. Ouais. Alors Cocopelli, c'est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup sur les semences qu'on n'arrive pas à trouver, qui sont introuvables en Martinique. Donc en l'occurrence certaines variétés de persil, de coriandre. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir travailler avec eux pour développer, adapter les semences ici, quoi. Donc, Graines Pays, si tu devais en tout cas essayer, en tout cas tenter de présenter l'entreprise en quelques mots, c'est Alors c'est une maison de semences, donc D'accord, nous, maison de on semences, fait de la je sais pas semence, si hein, tu on disais. fait de la semence, donc des semences, des graines, d'accord, mais on fait aussi des plants, on vend aussi des plants, donc il y a un volet pépinière, un volet semences. Les plants, c'était obligatoire pour pouvoir faire de la semence. Il faut pouvoir gérer ces plants puisqu'on doit maîtriser la matière première et le matériel premier. Quand on part sur une variété de piment doux, il faut surtout pas qu'il y ait du piment végétarien avec pour ne pas avoir D'accord. une lignée qui va être souillée. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un travail qui est en amont, donc la production en pépinière, et en aval, la plantation en plein champ. super. Je pense qu'on est arrivé là à la transition pour regarder les photos. Donc c'est Ok. bon, on a fait le parcours, Super. c'est bon, il est complet. On est à Pas jour. mal, pas mal. Super. Donc on arrive maintenant aux photos. Je vois Première que tu es photo. très bien informé. Waouh, Mais ça rigole pas. Hein. informé sur quoi? Sur ma vie, c'est. Mais attends, non, pas plus que ça. Tu fais des photos sur Facebook, on regarde. Alors moi, j'ai participé à cet atelier. C'est comme Ouais. ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Effectivement. Et alors, mais raconte-nous, explique-nous, qu'est-ce que tu fais, voilà. Eh bien, là, clairement, le but, c'est de pouvoir transmettre. Je crois qu'en Martinique, la première richesse que nous avons, notre culture est basée sur la transmission. Et c'est important pour moi de transmettre. Et en l'occurrence, aux enfants et aux générations qui arrivent. Là, on est avec l'école Montessori, avec lequel on mène un programme éco-école qui est basé sur un enseignement agronomique. Les enfants apprennent à faire des semences avec les variétés qui sont localement présentes dans leur école. Et lors de cet atelier, ils étaient là pour m'accompagner dans cet atelier, mais aussi transmettre à la population martiniquaise ce qui leur revient de droit, enfin cette agriculture que moi j'ai eu la chance d'hériter. Comprendre pourquoi on fait les semis en nouvelle lune, comprendre pourquoi en fait on fait ça en pleine lune, remettre en fait l'agriculture au milieu de nos maisons, parce que je rappelle encore une fois que l'agriculture c'est pas un mystère pour les Martiniquais et les Martiniquaises. On a tous un oncle, une tante, quelqu'un de sa famille qui fait de l'agriculture. Donc nous sommes tous d'une manière indirecte liés à l'agriculture, et c'est important pour nous de renouer avec ces pratiques qui ont fait notre culture, notre héritage, et de comprendre pourquoi les anciens ils faisaient comme ça, et de mieux appréhender la vie, de voir la vie différemment avec un regard plus local. Ouais, et ce que j'ai apprécié surtout dans cet atelier, c'est que tu t'es pas contenté. Déjà, il y a vraiment eu une volonté d'expliquer tout le processus.
C'est-à-dire qu'on part des graines, on part du compost, on part de la terre, on part de la façon dont on plante, de la façon dont on fait le trou. C'était vraiment très très bien expliqué. Et puis de temps en temps, j'avais des petites références comme ça à l'histoire, on va dire, des esclavages, des esclaves et des Amérindiens, le contraire. Et donc je pense que c'est ça aussi. Et ce qui était bien aussi, moi, ce que j'ai apprécié moi, c'est que vraiment il y avait toutes les générations. Entre la mamie qui venait parce qu'elle avait, et c'est là qu'on découvre vraiment qu'il y a une véritable passion pour ça. La mamie qui plante ses tomates, entre le jeune couple qui arrive un peu après, qui voulait avoir des conseils. Et finalement, même si honnêtement il y avait une grande majorité de seniors quand même. Effectivement, ouais. Mais c'était quand même bien de voir qu'il y avait vraiment un intérêt pour... Et puis c'était beau, en fait, c'est magnifique ce que les gens produisent finalement. C'est vrai. Mais on ne valorise pas suffisamment. Effectivement, moi aussi, j'étais pas forcément surpris de voir l'intérêt parce qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a un vrai intérêt pour ça. Je crois qu'avec tout ce qui se passe en ce moment sur le plan politique et autres, les citoyens sont vraiment avertis sur les situations. Mais au-delà de ça, c'est véritablement aussi cet échange qui est super exceptionnel où les gens, ils n'hésitent pas à eux aussi parler de ce qu'ils font chez eux, de ce qu'ils font dans leur jardin. Et on a plus l'impression d'avoir affaire à des futurs professionnels, quoi, des jardiniers aguerris qui viennent prendre des conseils, mais pour en donner également. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'était un super moment, effectivement. Super moment. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un autre super bonhomme que je vais inviter, je désespère pas, au fur et à mesure, Daniel René Corail. Daniel René Corail, et vraiment. là, voilà, j'ai encore autre chose. Mais il est passionné, féru, et puis vraiment la volonté, mais vraiment, et puis non, je l'ai trouvé, quitte à me faire sentir en fait l'odeur du compost en me disant mais voilà, tu vois, c'est une odeur particulière, non, c'est super, c'était un bon moment. Mais c'est justement ces personnes-là en fait, comme Daniel René Corail et d'autres personnes aussi qui font vraiment bouger cette Martinique. J'ai d'autres noms en tête, comme Olivier Carême également, qui fait un travail exceptionnel. Il y a aussi d'autres personnes. Exactement, Jadé Bocaille. Il y a aussi Hugo Crétinoir qui fait un travail exceptionnel. Enfin, vraiment, je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont investis pour le développement de l'agroécologie en Martinique. Et Daniel René Corail en fait vraiment partie. Vraiment, sa connaissance du terrain et ce qu'il amène à la Martinique, c'est exceptionnel. Il faut pas oublier quand même que Daniel a mis en place un système de plantation avec une variété de vétiver que son grand-père utilisait et plantait. Donc il y a encore lui aussi dans cette continuité, dans cette ancestralité de pouvoir transmettre, mais de faire avec l'ancien, de faire aujourd'hui avec l'ancien, d'utiliser la jeunesse et la force de la jeunesse d'aujourd'hui avec la sagesse des anciens. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'ateliers aussi à destination des enfants, et puis ce que j'ai apprécié, c'est cette volonté de partage, d'explication. Il me dit mais tu viens quand tu veux, la ferme est ouverte, tu peux venir voir. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette volonté vraiment de partager que tu as aussi. Deuxième photo. Je suis sûre que ce week-end, tout le monde ira planter. Alors, là, on te voit très loin. Tu as une chemise à rayures rouges et jaunes. Donc, explique-nous aussi, où. Je crois que c'est le domaine de Tivoli. Le domaine de Tivoli. Déjà, je voudrais déjà féliciter ceux qui gèrent le domaine de Tivoli parce que c'est exceptionnel pour nous d'avoir un lieu dans lequel on peut se retrouver, que ce soit les co-conférenciers, ou les agriculteurs ou les exposants. Donc, félicitations en fait à l'équipe qui gère le domaine de Tivoli. Alors là, on est sous une conférence exceptionnelle. Je m'attendais pas à avoir autant de monde à cette conférence. On peut le voir, même aux fenêtres, il y avait du monde. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait en Martinique. Vraiment, j'étais vraiment touché de voir l'intérêt que la population pouvait avoir envers le manger sain, mais aussi planter sain. C'était ça le thème de la conférence. La conférence, elle était basée vraiment sur la pharmacopée, mais lors de cette conférence, j'ai fait pour la première fois la présentation de certaines études que nous avons pu mener au cours de cette année. Et notamment une étude sur une plante que nous avons pu mettre au bout du jour avec notre partenaire le Parme. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une dynamique de pouvoir mettre en place un soutien au niveau de l'endométriose, mais aussi de différents cancers avec les plantes locales. Et c'est vrai que les plantes que nous avons aujourd'hui présentent une biodisponibilité qui va dans ce sens-là. Donc des substances actives qui ont montré in vitro et certaines in vivo leur capacité à inhiber les cellules cancéreuses. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est vraiment investi dans cette démarche-là et on aurait aimé aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on
on va bientôt faire une conférence dans laquelle on va expliquer le programme Zynga. Le programme Zynga qui est à destination de ces personnes qui souffrent de ces pathologies. Donc, c'est très très bientôt. On va communiquer sur le Facebook de Graines Pays et l'Instagram de Graines Pays. Cette conférence arrive bientôt et on aura bientôt quelque chose à proposer à ces femmes en termes de compléments alimentaires pour pouvoir pallier à ces douleurs menstruelles qui sont liées à l'endométriose, mais aussi les femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Voilà, et notamment le diabète également. Donc ça, c'est un événement qui arrive très bientôt. Et il faut juste rester connecté. C'est dans quelques semaines. On va vous inviter à vraiment entrer dans ce programme en profondeur. On va rappeler à la fin de l'émission on va rappeler ton numéro de téléphone, je sais pas. Quoique en même temps, il est sur Facebook, hein, c'est public, hein, donc bon. Alors, troisième photo, c'est public. Oui, c'est public, effectivement. Ah oui, là c'est encore un autre atelier, mais je pense que le public n'est pas le même. Oui, voilà, donc là on est encore dans un autre atelier. Donc ça c'est un atelier pour les professionnels pour les entreprises. Cet atelier il est fait dans le cadre des journées germes. Oui, les journées germes qui sont tenues par Victoria Elisabeth qui est la manager en fait de ce groupe en Martinique entre autres. Et c'est un groupe composé de managers. Là, je crois qu'on a l'un des responsables au port, c'est Kevin Louis Sidney, si je me rappelle bien. Noire, je crois. Ouais, exactement. Donc, on a quand même des personnalités assez importantes au niveau du management. Et le but, c'est de pouvoir véritablement allier les compétences que les plantes peuvent donner et tirer les intérêts positifs pour le management. L'idée, c'était de pouvoir présenter à quel point il y avait une symbiose entre le tabac et une autre plante qui attirait les coccinelles. Et les coccinelles trouvaient refuge en dessous des feuilles de tabac et elles trouvaient le garde-manger à côté, et ce qui permettait vraiment une prolifération exceptionnelle des coccinelles. Et on s'est arrêté ce jour-là sur les coccinelles et vraiment le caractère exceptionnel qu'elles ont tant dans la collaboration et dans la persévérance. Donc tu as réussi à mettre en place, honnêtement, quoi que réussi. Ça paraît logique quand tu l'expliques comme ça, mais il fallait quand même y penser. Ah, c'était quand même pas facile, hein. Et à la fin, ils ont dû dessiner une plante, hein. Non, mais c'est vrai, ils ont dû imaginer une plante qui correspondait à chaque qualité de la coccinelle. Donc, il y avait une plante pour la persévérance. Donc, il y a un groupe qui a dessiné la plante de la persévérance. Ils ont dû décrire pourquoi ils ont fait des fleurs à tel endroit et ça, en c'est quoi. toi qui l'as imaginé aussi. Ouais, exactement. Ce sont des ateliers ce sont des ateliers qui sont exceptionnels et qui permettent aux professionnels de vraiment aller plus loin que leur capacité qu'ils ont au quotidien, juste de réfléchir sur des problématiques données, mais de pouvoir vraiment se dépasser et d'aller dans des zones qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Alors ça donne vraiment une capacité à se transcender. C'est là, hein, c'est ce qu'on veut. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas moi, quand tu expliques ça, c'est que finalement tout le parcours que tu as eu un petit peu avant paraît très cohérent. Anthropologie. Ouais. Anthropologie, psychologie, ça a été très complémentaire à mieux comprendre l'autre et à pouvoir aborder en fait chaque challenge avec un peu plus de recul et de connaissances. Ouais. Et adapter aussi finalement entre guillemets tes ateliers peut-être en ayant cette connaissance-là aussi, non ? Exactement, oui, effectivement. C'est bien. Allez, troisième photo, quatrième. Waouh. Ah, ça tu y tenais, c'est pas la super photo, hein, donc... elle est magnifique, on a fait comme on pouvait avec Monsieur Jonathan. Donc voilà, explique-nous quel est ce fruit. Ah ben ce fruit, c'est le symbole de tout notre travail à Graines Pays depuis 2 ans. 7 variétés retrouvées. On est vraiment fiers, sans être dans l'orgueil. On est vraiment fiers pour la Martinique et pour nous, parce que c'était pas gagné. Et on est parti quand même d'une démarche qui était interdite il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 7 variétés retrouvées. Et là, pour le coup, on a le concombre citron de Martinique, une variété qui est endémique de chez nous, qui est propre à chez nous. Vous voyez, ce légume que vous voyez là, vous le trouverez qu'en Martinique. Même si, c'est quoi ? C'est plus un fruit ? Alors, c'est un légume, hein, c'est un vrai concombre, c'est un cucurbitacé. C'est un vrai concombre, hein, Curcumis sativus, mais qui a la particularité d'être rond. Et on l'appelle le concombre citron, plus pour son côté en termes de forme, qui ressemble vraiment à un citron. Est-ce que c'est un goût de citron ? Mais qui a un goût fruité qui est plus proche du melon. C'est un concombre, hein, mais qui a une petite saveur de melon. Donc on va dire ça comme ça. Quoi, c'est comme une espèce de balle de tennis pétanque, je sais pas, en termes de diamètre. Alors c'est exactement comme une boule de golf à peu près, un peu plus gros, un vrai citron. C'est vraiment comme un citron. Et tu l'épluches aussi comme non.
Comme un concombre? Ouais, tu l'épluches un peu comme concombre. beaucoup, Alors pas tu peux le grand-chose. faire farci, c'est super D'accord. intéressant. C'est mieux d'ailleurs de le faire farci en frais. Donc du coup, on va le creuser, on va prendre ce qu'il y a à l'intérieur, on va faire un mélange, on va faire une D'accord. préparation et puis on va la fournir à l'intérieur. Et on peut aussi prendre du thon, enfin vraiment. Tu as déjà essayé de la cuisiner, tout Ah oui, ça? oui, oui, il est vraiment très très bon. Et en plus, en mûr, on peut le faire en daube. Et les D'accord. graines de ce citron sont excellentes pour la prostate. On peut aussi faire des jus, c'est bon super bon. Ouais, ouais. Ça passe, c'est pas comme le massissi, non? Pas du tout, c'est la même famille, mais c'est vraiment différent du massissi. Le massissi a beaucoup moins de chair. Dans ce concombre, on a vraiment de la chair. Comme le concombre, bon, pas autant, mais on a quand même de la chair blanche. Alors que dans le massissi, il y a énormément de graines. Oui. Aïe, oui. Pardon. Raccord coiffure. Qu'est-ce que je disais? Est-ce qu'aujourd'hui ce fruit il est disponible? Alors, est-ce que ce fruit est disponible? Non, pas encore dans les magasins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous menons un programme de multiplication à grande échelle, que nous allons mener avec des expéditions qui vont être menées en Martinique, que ce soit à la Montagne Pelée, au Prêcheur, à la Caravelle. C'est pour ça, en fait, qu'on est engagé dans ce programme qu'on va lancer très prochainement. Il faut savoir qu'on va recruter justement des services civiques qui vont être dédiés à ça, aller dans ces endroits de la Martinique qui sont propres à nous, de rencontrer nos anciens pour parler avec eux et prendre le maximum d'informations, en fait, sur ces variétés anciennes qui font notre patrimoine. Et le concombre citron, c'est vraiment le symbole de tout ça. Vraiment, c'est une super expérience. Et d'ailleurs, ce concombre, en fait, il est trouvé sous les hauteurs de Fort-de-France par les employés de la Colasse qui travaillent là-bas, notamment par Monsieur Lepel, à qui je fais un vrai coucou à Saint-Yves, qui a trouvé ce concombre citron sur son chantier et qui nous l'a ramené. Vraiment, c'est un moment exceptionnel. On savait pas vraiment ce qu'on avait sous la main. Et quand on s'est rendu compte vraiment de la variété de ce que c'était, on était vraiment content et on était vraiment heureux de pouvoir contribuer à la préservation d'une espèce comme ça, quoi. Très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que, quand tu dis beaucoup, finalement, Graines Pays, nous, Graines Pays, Alors, c'est combien de personnes? Graines Pays, c'est une responsable de pépinière. Graines Pays, c'est un responsable de terrain. Donc, Marie-Claude, Adrien, c'est Alexandre. Ah, c'est une belle équipe, D'accord, quand donc même. oui, c'est une belle équipe. Et c'est aussi Marie-Julie. Vous êtes Donc combien voilà, au total? on est 4, 5 Oui, quand même. en fonction du temps. Et on a aussi d'autres personnes qui nous rejoignent de temps en temps de manière bénévole, qui viennent nous donner un coup de main. Vraiment, je pense à Hélène et d'autres personnes encore. Je vais pas citer tous les noms, mais toutes ces personnes qui sont autour de nous, Georges Amboise, qui passent nous donner un coup de main et qui sont vraiment sympathiques. Yaris, pour ceux qui connaissent de Rivière Pilote, vraiment c'est des gens sympas une belle famille, et qui, ouais, une vraie famille, des gens qui sont vraiment investis à nous voir avancer, qui ont compris que la démarche qu'on mène nous transcende et au-dessus même de notre personne et qu'elle est portée pour la Martinique. Et c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Et aussi tous ces clients qui jouent le jeu, ces clients qui nous laissent des variétés dans les magasins. Ah oui, on a laissé ça pour le monsieur des Graines Pays, etc. Et ça nous permet de pouvoir multiplier d'autres variétés. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est une superbe aventure. Et au-delà de ça, ce que je peux dire, c'est qu'en Martinique, il y a vraiment de l'amour. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de choses négatives, mais il y a vraiment de l'amour dans ce pays. Il y a un an, il y a un lianage exceptionnel. Et lorsqu'on arrive à communiquer et lorsqu'on arrive à s'aimer comme il le faut, ce qui en sort, c'est magnifique, quoi. Et vraiment, dans ce pays-là, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Et à chaque fois qu'on arrive à s'aimer, je pense que les anges, ils descendent et ils viennent ici. Ils sont là avec nous, ça c'est certain, ouais. Ouais. C'est trop beau. Oh, je m'attends. Qu'est-ce que je veux te dire? Il nous reste, je crois, 2 photos. 2 photos. Ouais, Bon, ça va de vite. belles photos que tu mets, en tout cas celle-là. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup, ça c'est moi. C'est moi qui l'ai choisie en plus, même si elle était sur ton Facebook. Je trouve qu'elle a beaucoup de sens en fait, parce que déjà, le fait d'avoir les mains sales, donc voilà, ça prouve que quand on se donne les moyens, quand on travaille, quand on bosse, on y arrive. Et puis d'avoir ces 2 mains d'adultes qui finalement encouragent les mains d'enfants, quoi. Et c'est un symbole, en tout cas, je pense, j'espère en tout cas que c'est ce que tu essaies de faire. Mais je vois que tu as bien décrit la photo. C'est exactement cette description-là. Cette photo, elle est parlante, elle est forte. Pour moi, c'est vraiment les challenges de la Martinique. Cette photo est à l'image de ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, on est en pleine transition générationnelle. On a une génération qui s'en va et une autre qui arrive. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a du mal à nous comprendre, on a du mal à vivre ensemble, alors que c'est faux. Alors qu'on arrive vraiment, on a vraiment des axes d'évolution et d'émancipation en commun.
Et ce qui me touche beaucoup, c'est de voir cette énergie, cette force que la jeunesse martiniquaise porte aujourd'hui, à travers ces femmes et ces hommes qui s'investissent pour le pays, mais cette sagesse qui sort de nos anciens. Et pour moi, ce moment où la sagesse des anciens doit retrouver l'énergie de la jeunesse pour faire germer ce pays Martinique de demain. Et c'est ce que je porte en moi. Et cette photo, en fait, elle symbolise vraiment cet entourage des anciens qui sont là pour pouvoir nous entourer par leur sagesse, par leur connaissance, et les mains des enfants au milieu, ceux qui sont à l'action, ceux qui mènent la bataille, mais qui le font avec les lumières des anciens et la connaissance des anciens. Et pour moi, c'est là la réussite de cette Martinique de demain, c'est celle qui saura valoriser la connaissance que les anciens ont pour pouvoir véritablement la mettre au bénéfice de cette force et de cette jeunesse martiniquaise qui n'attend que ça, en fait. Ouais. Très bien. Donc, belle transition encore pour notre dernière photo, je pense. Je pense qu'elle a plu. Voilà. Finalement, les photos, tu vois, voilà. On arrive à de nouvelles pousses. Wow. Ouais, ça, c'est du thym. Et c'est du thym, ouais. Et du coup, je fais cette photo parce que j'ai envie de démystifier le thym, parce que les gens me disent mais comment vous faites pour le thym? J'arrive jamais à faire du thym, etc. Les gens, ils ont toujours ça dans les ateliers. Ils n'arrivent pas à faire pousser le thym, c'est chaud. Et j'ai fait cette photo pour leur montrer en fait ce que nous on appelle la prolifération racinaire en milieu tropical, et on prépare en fait une session d'atelier pour former les gens à apprendre à faire ce genre de choses-là, à avoir un thym en bonne santé et avoir des racines qui pètent la forme, quoi, qui en font même hors du sol. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner nos compatriotes dans leur démarche d'autosuffisance alimentaire. On rencontre de plus en plus de médecins, de professeurs qui veulent avoir leur jardin personnel et qui sont à fond investis, qui n'hésitent pas à investir des sous pour leur jardin et pour avoir des légumes de qualité. Et c'est aujourd'hui très important de pouvoir leur donner les bonnes pratiques et les bonnes manières par rapport à l'agriculture. Et cette photo, elle est vraiment magnifique. Vraiment, je suis très content de ça, parce que c'est pour ça qu'on se bat, pour avoir des plantes en bonne santé. Parce que finalement, je t'avoue que moi, après l'atelier, donc déjà, alors là, c'est mon expérience personnelle. Je crois l'heure est bientôt arrivée en plus. Wow. Hein. Tu vois, ça passe très vite. Ça passe très vite. Et j'avoue que moi, mon expérience professionnelle, personnelle, rapidement, et puis on referme la parenthèse. Au début, je me suis allée en me disant, bon, il faut vraiment que tu apprennes et j'adore ça, parce que j'aime avoir la main dans la terre. Je trouve qu'il y a un côté très sain, très rationnel, très voilà, quoi qu'il arrive, la plante elle va toujours pousser, voilà, il y a toujours un lendemain. Et je trouve que c'est assez finalement, quand on observe la nature et quand on fait du jardin, des choses comme ça, je trouve que la vie paraît tellement simple et cohérente qu'en fait ça permet après de mieux rationaliser en fait les choses. C'est-à-dire que tu sais, il y aura toujours un lendemain, la plante elle va se casser, elle va repousser, elle va mourir, il y aura toujours une autre. Et moi, en tout cas, moi, c'est assez pour moi, c'est très bénéfique. Et quand je suis sortie de ton atelier, je me suis dit, ah non, là c'est bon, ça suffit. Et même si j'avais vraiment envie de le faire au départ, ouais. Le fait d'y être allé, puis de t'avoir écouté, puis moi je me dis non, c'est bon. J'ai même commencé à faire mon compost, je me suis organisée, j'ai des concombres, alors que j'avais pas de concombres, j'ai des concombres, j'écoute, je me dis attends, il m'a expliqué les trucs, l'eau, le ciel, j'ai pris des notes, et en fait je suis hyper contente. Tous les matins, je me lève et je me dis je vais regarder ma plante. Mais ça me met dans une espèce de joie, même si je faisais déjà un petit peu, mais une simple joie, une joie authentique, naturelle. Effectivement, et je te rejoins là-dessus, je suis très content d'avoir contribué à ça. Et du coup, pour moi, c'est le côté divin de l'agriculture, et je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours affirmé le côté divin de l'agriculture. Je crois qu'on ne choisit pas la terre, c'est la terre qui nous choisit. Et effectivement, c'est vraiment exceptionnel pour nous de pouvoir profiter des bienfaits que la terre nous donne. Lors de cette conférence que j'ai faite à Tivoli, j'ai rappelé que sur Terre, en fait, les humains, on se déplace pour se nourrir. Les animaux également, ils se déplacent pour se nourrir. Les seuls êtres, en fait, qui ne se déplacent jamais pour se nourrir, ce sont les plantes. Tout vient à elles. Tout vient à elles. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Elles n'ont pas d'effort à faire. On parle souvent des oiseaux du ciel qui bénéficient de tout.
mais qui volent quand même pour atteindre leur nourriture. Les plantes ne se déplacent pas, elles sont sacrées. Je rappelle que les plantes ont été créées pour le bienfait des hommes. Ce n'est pas juste un texte qui a été écrit ou alors une phrase qui apparaît dans un livre saint. C'est quelque chose qui est prouvé par la science. Les substances actives qui nous guérissent, on les trouve pas dans l'eau, ni que dans l'eau, ni que dans les animaux, mais c'est surtout dans les plantes qu'on les trouve, ces substances actives. Et pour moi, c'est important de pouvoir bénéficier de cette place que les plantes ont dans la nature et de tout cet amour et cette énergie qu'elles ont à nous donner, nous les hommes, aujourd'hui. Et au-delà de ça même, ce que je trouve exceptionnel, c'est la vérité qui sort du jardin. Je veux dire par là, on entend parler de la vérité partout, d'accord? Mais la vérité qu'il y a dans un jardin, c'est fort. Le jardin ne ment pas. Le jardin dit les choses et un jardin, c'est vrai. On triche pas, quoi. Tu n'arroses pas, elle meurt. Exactement. Tu peux pas c'est faire une semblant. vérité incroyable. On fait pas semblant. Voilà. Et la plante, elle aime pas le sol. Elle aime pas le sol. Elle va pas faire semblant qu'elle aime, etc. Et encore plus de ça, on apprend des notions exceptionnelles dans le jardin, comme la patience, exactement. L'amour également. Parce qu'on apprend à aimer le milieu. On est inspiré par comment les plantes apprennent à s'aimer entre elles. C'est vraiment dingue, ça. Discuter, Exactement. Mais aussi l'intégrité. Parce que quand on prend le temps de faire pousser une pastèque et qu'on la regarde grossir, on la voit jaunir, on commence à baver, on se voit manger la pastèque. Et quand on repasse le lendemain, on la voit tout en pièces et que c'est un rat qui l'a mangé. Là, on comprend c'est quoi en fait le vol. Et vraiment, après ça, c'est difficile de voler. Vrai, donc vraiment, l'agriculture, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand, en fait, on a cette notion de l'homme qui est né dans le jardin, qui arrive dans le jardin, bon, allez, ça c'est une vision un peu plus religieuse des choses. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même un message tangible et réel. C'est celui que il n'y a aucun autre milieu, il n'y a aucun autre endroit où l'homme pourra s'élever, s'émanciper que dans le jardin. Et vraiment, moi je rappelle ça, on cherche souvent le divin partout, à travers le travail, à travers l'amour, à travers plein de choses. Mais je crois que le divin sur terre, c'est dans le jardin qu'il est. Très bien, Jonathan. Jonathan, je suis obligée de t'interrompre. Je suis navrée parce qu'on arrive à la fin de l'émission. D'accord. Mais avant de terminer, on aurait pu parler encore très très longtemps. Je pense que tu as remarqué. Qu'est-ce que tu... non, on va faire la dernière parce que je pense qu'on y est vraiment... Qu'est-ce que tu fais toi pour... Non, j'ai quand même envie de la poser parce que c'est important. Désolée. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui en une phrase pour, je sais pas, le jeune qui a envie de faire... Le jeune, même pas, le jeune, le moins jeune, celui qui a envie de changer de métier, qui a envie de refaire. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je vais dire que surtout, ce que je vais dire aux jeunes surtout, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont vraiment utiles pour leur pays, que la jeunesse martiniquaise est une jeunesse vraiment bourrée de talent et qu'ils ont la chance en fait d'être dans un pays qui a une configuration hyper permissive pour tout ce qu'ils vont vouloir faire. Nous sommes le laboratoire du monde à la Martinique, il faut le savoir. Et pour moi, je crois que ce soit la sagesse, la lumière du monde de demain viendra de chez nous, en toute humilité. Et je crois qu'il faut qu'ils saisissent la bénédiction et la grâce qu'il leur est donnée dans ce pays. Et ils lisent ça avec les yeux qui brillent. Dernière question, Jonathan, qu'est-ce que tu fais pour... c'est le titre d'émission d'ailleurs, c'est toujours l'émission que je pose à la fin de l'invité. Qu'est-ce que tu fais pour bien vivre? Ça paraît très bateau, mais t'inquiète pas, c'est pas si bateau que ça. Pour bien vivre simplement au quotidien. Apprendre à faire avec les autres. C'est ça le challenge de cette Martinique. Faire, c'est bien en Martinique. Faire bien, c'est super. Mais faire avec les autres, c'est ça le challenge. Parce que pour moi, dans ces moments que nous vivons, si nous n'arrivons pas à faire ensemble, malgré nos différences, quand l'abondance viendra, en fait, on n'arrivera jamais à la saisir. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre à faire ensemble pour bien vivre simplement. Merci beaucoup, Jonathan. Voilà. J'espère que vous avez passé un très très beau moment. Moi, en tout cas, c'est le cas. Merci, Jonathan. Merci à toi, Linda. Ça peut être très facile de l'avoir, mine de rien. Je suis presque couru après, mais bon, c'est bon, il est là. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Et puis, en tout cas, vous avez passé une bonne émission. Et puis, à très bientôt. Et portez-vous bien. À bientôt.